Salut à vous les amis de la terreur. Et si des abominables tueurs de fiction prenaient corps dans notre réalité? Qu'adviendrait-il si Freddy Krueger, Leatherface, Chucky ou Jason Voorhees étaient lâchés dans les rues? On s'en doute, vous allez me dire. Et c'est ça qu'on veut. On veut que le type descende dans la cave, comme dans tout bon film d'horreur qui se respecte. Alors je vous ai préparé une petite histoire spéciale pour Halloween, avec de l'humour noir à prendre au second degré évidemment. Pour rendre hommage au cinéma d'horreur et à ses grandes figures, j'ai essayé de restituer le climat de film culte dans ce clin d'œil que j'espère terrifiant à souhait. À écouter seul au casque si vous avez envie de flipper, ou entre amis sur un home cinéma si vous avez envie de vous marrer. En tout cas, je vous souhaite un joyeux Halloween et de délicieuses frayeurs sur la chaîne Sturpy Horror Stories. À bientôt, j'espère. « 31 octobre 2025. Sur les trottoirs, dans les allées de jardin, au milieu de la route, partout des coureurs affolés. Dans la panique, Jenna abandonne son masque de Ghostface et redouble de vitesse pour échapper au malade qui est à ses trousses. Elle trébuche sur un casque de Darth Vader gisant sur le bitume. Le casque roule et Jenna n'a que le temps de se rendre compte qu'il y a une tête à l'intérieur, les artères coupées nettes et goutte encore, avant que la lame épaisse d'une machette ne lui fende le crâne d'un seul coup. 31 octobre 1896. Approchez, approchez, venez faire vivre votre imagination et la fiction devient réalité. Venez donner vie à vos personnages préférés et vous pourrez même leur serrer la main. Un ciel aux nuages décharnés, des champs en friche, une immense forêt qui s'étendait dans la pénombre, et au milieu, une grange, éclairée par deux immenses brasiers qui crépitaient. Debout devant l'ouverture, l'homme à chapeau haranguait les chalands venus nombreux pour assister à la plus grande fête de l'année, la fête des moissons. Même les habitants des villages voisins se pressaient pour ne pas manquer ça. Plus de barrière entre l'imaginaire et notre monde, elle n'existe plus. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Tom Sawyer ou qui sais-je encore. Tous ceux que vous pouvez imaginer viendront cette nuit en chair et en os. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Un écho d'Halloween. Ce 31 octobre 2025 est un jour spécial. C'est ce soir que les tueurs les plus cauchemardesques crèvent l'écran et passent de notre côté. C'est ça la magie d'Halloween. Profitez-en, car il s'agit sans doute de votre ultime Halloween. Ça y est, on arrive. C'est là-bas, regardez. Jonathan pointe la grange en ruine éclairée par la lune gibbeuse. Ce soir, il n'est pas Jonathan, il est un zombie en guenilles que trois autres monstres talonnent. C'est une idée géniale d'organiser la teuf d'Halloween ici. La grange Mallory, ça va être bien flippant. Celui qui vient de parler avec sa blouse blanche de savant fou, c'est Ben, grand spécialiste des films d'horreur et des légendes macabres. Derrière lui, Lydia et Nordine se tiennent par la main, enfin, Morticia et Gomez. À travers les fentes, dans les murs détruits, des lumières colorées et mouvantes émanent de la grange. La fête est déjà entamée depuis quelques heures. Qui a eu l'idée d'ailleurs ? Demande Lydia à Morticia. Je crois que c'est Théo et Bastien qui ont lancé le truc. Ça a fait le tour. Il y a un vrai mystère autour de cette grange. Un sorcier vivait là autrefois, avant de disparaître, sans laisser de traces. J'avoue que j'ai pas trop pigé la légende de cet endroit. Mais déjà rien que les bois autour, ça fout les jetons. La musique s'amplifie. Ah, ces bâtards de Théo et Bastien m'ont écarté de l'organisation. Peste Jonathan. Ouais, je vais juste jeter un œil, mais je vais pas squatter leur soirée de merde. Il y a un truc qui se passe à Bourges. Nordine, alias Gomez, ajoute. Ouais, comme je connais le Lascar, ça va pas être la soirée du siècle. Tu sais, genre petit ballon avec des chauves-souris dessus, 3 toiles d'araignée, puis ça rase. On aurait mieux fait de mater un bon film. Pareil même que Théo a prévu des stripteaseuses. Affirme Ben. Mytho ! Dit Lydia Morticia. Il y a des mineurs, il peut pas. Mais si, ils vont se faire dans un coin à part. Insiste Ben. De toute façon, les petits cons vont pas rester, s'il y a pas de réseau.
Les 4 potes arrivent au portique entrebâillé, dont les immenses battants s'accrochent à leurs gonds comme 2 ailes d'oiseaux morts. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas grand monde. Remarque Jonathan avec une pointe de satisfaction dans la voix. Ils entrent. Pourtant, il y avait plein de monde qui avait confirmé sur Snap. S'étonne Ben, Bah, faut croire qu'ils ont trouvé mieux à faire, hein. dit Lydia, Ouais, 3 citrouilles, une banderole joyeuse Halloween et un groupe électrogène. C'est naze. constate Nordine. Par-dessus les poutres tordues, les planchers des greniers à foin s'affaissent, mais des petits malins s'y sont installés pour fumer leurs joints qui imprègnent l'atmosphère de leur odeur caractéristique. Au bar et sur la piste de danse improvisée, des sorcières, des squelettes et d'autres créatures monstrueuses se trémoussent, discutent ou se charrient. Ouais, c'est Bastien qui fait la sono. Pas étonnant que la musique est naze. Remarque Jonathan en replaçant un lambeau de chair sur sa pommette. Ah, fait chier, ça se décolle tout le temps ce truc. Ah, normal, hein. Un zombie, c'est fait pour partir en charpie. Plaisante Ben, le savant fou. Bon, vous buvez quoi? Jonathan Zombie se dirige vers le podium improvisé où se tient le DJ en perfecto. Tu veux pas mettre autre chose comme Zik? Bastien décolle un écouteur de son oreille. Ouais, bah moi ça veut bien, mais j'ai pas accès à mes playlists avec ce foutu réseau. Lydia Morticia et Nordine Gomez les rejoignent. Waouh, Bastien! Cool ton déguisement de Negan! Complimente la fille aux lèvres noires. Ouais, regarde, j'ai même la batte avec les barbelés. Trop classe! Avec les bouts de cervelle qui pendouillent! Nordine ironise. Ouais, un Negan blond, ça le fait qu'à moitié. Ah, parce qu'un rebeu qui s'appelle Gomez, c'est plus crédible peut-être. Comment c'était cassé? Ouais, vas-y. Pendant ce temps, Jonathan débranche le smartphone de Bastien de la table de mixage et y branche le sien. Ah, mais attends, tu fais quoi là? Laisse-moi faire, je vais nous mettre dans l'ambiance. J'ai du bon son dans mes téléchargements. Eh, ils sont où, Gomez et Morticia? Demande Jonathan. Son gobelet de vodka Red Bull à la main, Ben tourne la tête et hoche le menton. Je les ai vus se barrer par là. Lydia et Nordine se sont retirés sous un grenier à foin à l'abri des regards. Serrés l'un contre l'autre, ils s'échauffent l'essence. Lydia est assise sur le bord d'une lucarne. Nordine glisse sa main sous sa robe noire. Leur salive se mélange. Ah! Putain, Jonathan! Relou! Tu m'as foutu la frousse! Putain, le somme, frère. On est en train de se mettre bien, là. Ouais, je vois ça. Moi, je vais me casser. Annonce Jonathan. Si ça vous dit, vous me rejoignez à Bourges, il y a une soirée chez Mickey. Ça marche! Ouais, ça. Eh, je vais juste récupérer mon tel avant de... Ah! Jonathan trébuche sur quelque chose dépassant du sol. Il se relève. Putain, ce fer à cheval est collé. J'arrive pas à le ramasser. Merde, en fait, c'est une poignée. Il y a une trappe. Nordine se penche, intrigué. Bah, vas-y, ouvre. Et j'y arrive pas. Attends. Nordine l'aide à tirer sur l'anneau et la dalle finit par se soulever. Une odeur forte de terre humide émane de l'ouverture, Oh, putain, un escalier. Ta mère, ça schlingue! dit Lydia. File-moi ton portable. Jonathan allume la lampe torche et éclaire le fond de la cavité. Ah, y a de la profondeur. Ça devait être une réserve à grains. Je vois des trucs. Il y a une table avec une sorte de coffre et... Attendez. Quoi? Demande Lydia appuyée sur l'épaule de Nordine. Ah, on dirait des ossements. Quoi? Bon, fais voir. Nordine constate et confirme à son tour. Mais ouais, t'as raison. Ah, finalement, ils ont peut-être assuré, les deux, là, Bastien et Théo. Ils ont fait fort. Ouais, je crois pas que c'est eux, hein. Viens, on descend là-dedans. Tu crois que j'allais faire quoi? Évidemment qu'on descend. Oh, moi je reste là. Dit Lydia en les regardant s'engager dans le sous-sol. Nordine, Gomez, plisse le nez. Il a allumé la torche de son portable et ce que le balai de lumière révèle le fait frémir. Il a un petit tressaillement de la main en même temps qu'un mouvement de recul. Au bas des marches, un tabouret renversé et une corde sectionnée qui pendouille à la poutre du plafond. Des vêtements moisis, un squelette éparpillé. Le nœud de la corde est encore accroché à un chapelet de vertèbres près du tabouret. Sous une table vermoulue au fond de la pièce, Jonathan trouve la calotte du crâne dont la mâchoire gît un peu plus loin. Un second squelette, intact, est étendu au pied de 4 épouvantails démantibulés, Ouais, faut appeler les keufs. dit Nordine. Des gens sont canés ici. Ça se trouve, c'était la grange d'un tueur en série. Ouais, bah déconne pas. Ben connaît un peu la légende. Il m'a raconté qu'un sorcier avait vécu ici. Mais genre, il y a plus de 100 ans, tu vois. Ça parlait pas de gens morts, mais apparemment le gars avait disparu. On le soupçonnait d'avoir buté un journaliste, qui lui aussi avait disparu. Oh, sérieux? Alors ça se peut, on a trouvé les cums. T'es un vrai détective, toi. Plaisante Jonathan en inspectant la pièce. Tiens, regarde ce vieux coffre. Ça se trouve, il est blindé de lingots. Ouais, ou de morceaux de cadavres. File-moi la barre de fer, là. Jonathan force le couvercle du coffre, dont le bois pourri cède au bout de quelques coups de levier. À l'intérieur se trouvent de vieilles photos effacées par le temps, divers outils, et un petit coffret allongé en bois laqué, sur lequel le temps paraît n'avoir pas eu de prise. La boîte, d'un noir brillant, mesure une 50aine de centimètres sur sa longueur et une 20aine de profondeur.
Jonathan la pose sur la table à côté d'une lampe à huile rouillée. Éclaire-moi, je fais que ça, vas-y ouvre. Le zombie fait pivoter les 2 petits crochets de fermeture et soulève le couvercle. Calé dans un écrin de feutrine se trouve une sorte de manche en laiton surmontée d'un prisme translucide muni d'une collerette à engrenage à sa base. On dirait un hochet géant. Fait remarquer Nordine. Je sais pas ce que c'est, mais ça se trouve, ça vaut du fric. Nordine rigole. On est riche, frère. D'une main fébrile, Jonathan sort l'objet de l'étui. Aussitôt, Wow, une vague de putain. fourmillements lui parcourt le bras jusqu'à l'épaule. Vache. Il le repose. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on dirait que c'est électrique. Nordine l'attrape à son tour et le porte devant ses yeux. Bon, rien de spécial. Non, c'est pas électrique. Bah, j'ai senti comme un courant, tu sens rien? Non. Bah, regarde, y a ça aussi. Des feuilles de papier jauni étaient maintenues enroulées par un ruban rouge dans le fond du coffret. C'est une lettre. 31 octobre 1896, Mornombeu, proximité de Bourges dans le Berry. Cette nuit, on fêtait la fin des moissons. La foule se pressait autour de la grange de Gus Mallory, un étrange personnage qui avait élu domicile dans la région voilà 5 ans. On ne savait pas grand-chose de lui, à part qu'il proposait ces étranges spectacles itinérants, allant de ville en ville avec sa carriole aménagée. Certains le traitaient de charlatan, ou au mieux d'illusionniste, tandis que d'autres lui prêtaient des pouvoirs magiques. On prononçait aussi le mot « sorcellerie » du bout des lèvres. Il ne se prétendait rien d'autre qu'artiste de music hall. 2 fois l'an, il offrait une représentation gratuite à Mornombeu, devant sa grange. Cet endroit qui était son point de chute, le lieu où il entreposait son matériel quand il ne partait pas en tournée. C'était aussi là qu'il vivait. En contrebas de chez Gus Mallory, on trouvait à boire et à manger ce soir-là. Camelot et commerçants avaient installé des étals à l'occasion de la fête. Ça sentait le cochon grillé et la feuille d'automne. Quand le soleil eut disparu derrière la rouille du bois de la Charnay, les stands s'éteignirent un à un, et seule la devanture de la grange de Gus Mallory resta animée. Il ouvrit les portes en grand, et le public, massé derrière les barrières en bois, découvrit le décor. Gus Mallory tourna une grosse manivelle, et une estrade coulissante s'allongea de 2 mètres au-devant de la grange dans un cliquetis de rouages. Face aux regards curieux, 6 épouvantails étaient disposés, côte à côte, sur l'estrade illuminée par 4 torches et des lampes à huile. Gus Mallory s'avança au-devant de la scène. Mesdames et messieurs, encore une fois, vous le savez si vous êtes habitués, et j'en aperçois ici, et là, bonjour, bonjour. Nous allons ce soir donner vie à nos personnages de fiction favoris. Tous ces êtres qui existent sans exister, ceux que vous aimeriez, ou peut-être que vous n'aimeriez pas, rencontrer. Gus Mallory écarta les bras, et une femme au premier rang sursauta. Eh bien, madame, si je vous fais peur à ce point, attendez de voir la suite. C'est la première fois que je vous vois, vous. Allez, je vais vous demander votre attention. Je sais que certains d'entre vous ne souhaitent pas participer et sont venus en qualité de spectateurs. C'est pourquoi je vais demander aux volontaires de lever la main. Une vingtaine de personnes parmi la centaine qui se trouvaient là. Bien, il y a 6 épouvantails, je vais donc sélectionner 6 d'entre vous. Il y eut des hauts de déception. Gus Mallory fit monter 6 personnes sur scène et les plaça chacune face à un épouvantail. Je vais vous demander le silence absolu. Maintenant, je vais passer près de vous, tour à tour, et vous allez regarder l'épouvantail à travers l'oculus, la pierre rhombique de l'esprit. Dans un geste théâtral, il se saisit d'une sorte de prisme en forme de losange translucide, traversé par un axe qui lui permettait de tourner à la manière d'un carrousel. On aurait dit du cristal ou du diamant. Gus Mallory le tenait par le manche, à la manière d'un sceptre. Il se plaça alors derrière la femme face au premier épouvantail. Pensez très fort à un personnage de fiction que vous aimeriez voir apparaître, et dites-moi de qui il s'agit. Ma tante Denise, elle nous a quittés le mois dernier. Je vous arrête de suite, chère madame. Ici, ce n'est pas une séance de spiritisme. Je vous rappelle le principe, on donne vie à un personnage fictif. On ne communique pas avec les morts. Déçue, la femme descendit de l'estrade avec un geste de la main dédaigneux. Gus Mallory ne se départit pas de son sourire. Qu'importe, poursuivons. Monsieur, quel héros aimeriez-vous rencontrer en chair et en os? Oh, j'aimerais rencontrer le détective Sherlock Holmes. Oh, Sherlock Holmes, le personnage d'Arthur Conan Doyle. Essaye d'avoir l'air plus naturel. Voyons s'il est possible d'incarner l'image de Sherlock Holmes dans cet épouvantail.
regardez-le à travers l'oculus et pensez très fort à Sherlock Holmes. » Tout en tenant le manche de son prisme translucide, Gus Mallory le fit tourner à la vitesse d'une toupie. Les petits engrenages à la base de la pierre qui tournaient produisaient un bruit de dynamo. Il eut un coup de tambour, puis l'épouvantail sembla prendre vie. Les traits d'un visage s'imprimèrent sur la face en tissu du mannequin. Une moustache se dessina au-dessus de sa bouche ferme. Un nez aquilin prit relief, et un monocle apparut à son œil gauche. Sur sa tête, une casquette de chasse à double visière en tweed. L'homme alluma le foyer d'une pipe recourbée, dont le parfum se répandit dans l'atmosphère. Il apparut tel que l'avait imaginé l'illustrateur Sidney Paget. Oh oh, regardez, il prend vie. Mesdames et messieurs, je vous présente Sherlock Holmes. Le détective fictif salua de la tête et porta sa loupe devant son œil en faisant mine d'inspecter les quatre coins de la scène. Des chuchotements dans la foule, une hésitation, un clappement de mains, et tout le monde applaudit. C'est très réussi, Constata un homme dans le public. mais ça reste de l'illusionnisme. Un tour de passe-passe. Oui, mais la mise en scène est admirable. Dit un autre se penchant sur son épaule. Et les effets spéciaux. L'épouvantail transformé en Sherlock Holmes disparut derrière la scène. Au suivant de ces messieurs. Quel est votre nom, monsieur? Je m'appelle Robert Godin, des épiceries Godin. N'allez pas faire vos emplettes n'importe où, venez chez Godin. Fort bien, fort bien. Et je salue monsieur le maire là-bas. Respect à monsieur le maire, et nous saluons également les 2 brigadiers de la garde nationale qui l'accompagnent. Eh bien, Robert, dites-nous, à quel héros fictif pensez-vous? Lequel va passer la frontière de l'imaginaire pour se matérialiser dans notre réalité? C'est pas vraiment un héros, mais un être effrayant. Effrayant, dites-vous? Ouais, effrayant. Nous brûlons de savoir. Eh bien, je voudrais faire venir le croque-mitaine. Les enfants dans l'assemblée poussèrent un soupir de stupeur. Oh oh, vous entendez ça? Le croque-mitaine. Peut-on faire venir le croque-mitaine? Très bien. Alors concentrez-vous, Robert, et regardez l'épouvantail à travers l'oculus. L'épouvantail va s'animer, se transformer en croque-mitaine. Je vous conseille de reculer un peu. Voilà. Pensez très fort, Robert. Gus Mallory plaça le prisme rotatif entre le regard de Robert et l'épouvantail. À travers cette pierre en mouvement, les images se distordaient et se fragmentaient comme à travers l'eau d'une cascade. L'Oculus va ouvrir le portail entre les 2 mondes, et l'esprit de Robert va projeter l'image qui va s'animer devant vos yeux ébahis. L'imaginaire prend vie, regardez! Le pantin en toile de jute se mit à agiter les bras d'une manière désordonnée. Son chapeau tomba. Des doigts squelettiques se déplièrent. Des doigts pourvus de griffes noires, comme le fond de certaines âmes. Une étoffe glissa de son front et dévoila 2 orbites vides. Dans le public, les plus impressionnables ne purent retenir un « de surprise. Les joues du monstre se gonflèrent. Sa poitrine enfla, sa bouche en dents de scie s'ouvrit et un cri rauque retentit. Robert Godin recula. Le croque-mitaine exécuta quelques pas sur la scène, leva les bras pour effrayer les gens du premier rang, puis repartit en coulisses dans une partie ombragée de la grange. Vous avez vu ça? Les épiceries Godin vous ont offert le croque-mitaine en chair et en os. Merci Robert. Merci à vous. Les épiceries sont ouvertes du lundi au samedi. Très bien. Poliverne! S'éleva une voix dans le public qui avait déjà diminué de moitié. Tout ça n'est que de la réclame! Tout est truqué! Les participants sont de mèche! L'homme en redingote s'avança vers la scène, une canne à la main. Ce spectacle gratuit est financé par les commerçants qui glissent une petite pièce pour faire leur publicité! Gus Mallory tentait de conserver sa contenance. Cher monsieur, ce que vous racontez est totalement faux. L'homme franchit la barrière et brandit sa canne d'ivoire en direction de Mallory. Oh, vous pouvez tenter de rouler le public, mais moi je ne suis pas dupe! Monsieur, ceci est un spectacle. J'aimerais pouvoir le poursuivre avec le professionnalisme qu'il exige. Ne brisez pas le rêve, s'il vous plaît. Les 2 brigadiers vinrent éloigner le perturbateur de la scène et le spectacle se poursuivit avec les 3 candidats restants. On vit apparaître tour à tour Sisyphe, le héros de la mythologie grecque, la créature de Frankenstein et finalement Mona Lisa. Dans ce cas, il s'agissait d'une personne réelle devenue en quelque sorte un personnage fictif. Personne ne tiqua sur l'ambiguïté. D'ailleurs, il ne restait plus qu'une vingtaine de badauds qui s'éparpillèrent dès la fin du dernier numéro. Aidé par les acteurs et le joueur de tambour, Gus Mallory déblaya l'estrade et remballa son matériel. Parmi les 6 participants, soi-disant volontaires, 2 étaient des amis de Mallory, 3 étaient des commerçants complices. Seule la femme du début était véritablement un choix aléatoire, histoire de rendre la mise en scène plus crédible. Avant de partir,
Les commerçants donnèrent 2 francs à Gus Mallory en rétribution de la publicité et chaque acteur reçut 20 centimes. Une fois seul, Gus Mallory rétracta la scène et s'apprêta à refermer les portes de la grange. Mais le perturbateur en redingote avec sa canne en ivoire vint se planter devant lui. Vous connaissez son pouvoir, n'est-ce pas? Mais vous ne l'utilisez pas. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur... Monsieur... L'homme ôta son chapeau puis le remit. Gabriel Pondard, journaliste à la Gazette Mornomboise. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Vous avez failli faire capoter mon spectacle avec votre intervention déplacée. J'ai perdu du public à cause de vous. Je n'aime pas beaucoup les imposteurs. À la Gazette, je suis spécialisé dans la démystification des impostures. Je n'ai jamais prétendu que tout cela était vrai. Je suis un vendeur de rêves, monsieur. Ce n'est pas ma faute si certains prennent ça au sérieux. Votre imposture ne tient pas en cela, monsieur Mallory. Je sais que vous faites semblant. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, précisément. Ne faites pas celui qui ne comprend pas, monsieur Mallory. Vous savez que je parle de l'Oculus. L'Oculus? Oui, eh bien. C'est l'authentique que vous possédez là. Oh, c'est un gadget, un simple... Ne mentez pas, monsieur Mallory. L'Oculus a été dérobé aux héritiers du mage Jonathan Heer, qui le conservait depuis la mort de ce dernier, en 1233. On ne l'a jamais retrouvé. Je me demande comment il a pu atterrir entre vos mains. Ça sent le malhonnête. Croyez-moi, si cet objet a réellement existé, celui-ci n'est qu'une contrefaçon. C'est simple à vérifier. L'original est marqué d'un poinçon. Le sceau de la famille Heer. Puis-je l'examiner? Je ne crois pas, non. Il est mon instrument de travail. Je ne le laisse pas dans les mains du premier venu. Monsieur Mallory, vous savez, je pourrais ébruiter l'affaire et ruiner votre petit commerce. J'ai le bras long et beaucoup d'amis journalistes. Gus Mallory eut du mal à dissimuler son trouble. Il soupira. Et si je vous le montre, vous cesserez de mettre votre nez dans mes affaires? Bien évidemment, monsieur Mallory, faites-moi confiance. Mallory ralluma une torche et alla sortir l'objet de sa boîte. L'autre fit 2 pas à l'intérieur de la grange. Le voici. Il n'a rien de spécial, c'est juste un artefact pour contribuer au spectacle. Une sorte de baguette magique. Oui, dit l'autre en auscultant la tige munie du prisme. Ah, là, regardez, le sceau de la famille Heer. Ah, oh, je n'avais jamais fait attention à ça. Vous me prenez pour l'idiot du village, monsieur Mallory. Pourquoi alors le faites-vous tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lors de vos représentations? Et tout simplement parce que je suis gaucher? Vous n'êtes pas plus gaucher que moi. Mais je ne comprends pas. Vous pourriez gagner beaucoup d'argent en l'utilisant réellement. Allons, monsieur Pondard, c'est une pure invention. Imaginez qu'il ait un réel pouvoir, je passerai illico pour un sorcier. Certains vous prêtent déjà cette appellation. Parce que je sais que vous avez déjà fait usage de l'Oculus. On ne peut posséder un tel objet sans être tenté de s'en servir. Non, vraiment, monsieur Pondard, vous déraillez. Dit Gus Mallory en lui retirant l'objet des mains. Allez, maintenant, laissez-moi terminer mon rangement. Montrez-moi. Que je vous montre quoi? L'Oculus en action, pour de vrai. Je vous le répète, cet objet n'a aucun pouvoir particulier, sinon celui de diffracter la lumière. L'autre fit mine de partir. C'est vous qui l'aurez voulu. Dès demain, je rédigerai un article, d'ailleurs, j'ai déjà commencé. Parce que j'enquête sur vous depuis un petit moment. Et croyez bien que mes révélations seront relayées dans tout le pays, et que plus nulle part, on ne voudra entendre parler du spectacle de Gus Mallory. Que voulez-vous exactement? Je veux que vous fassiez sortir un de ces héros de fiction pour moi. Et croix de bois, croix de fer, après cela je vous laisserai tranquille et resterez discret. Si vous y tenez, mais vraiment, ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne. Qu'à cela ne tienne. Gus Mallory referma les 2 battants de la porte et alla chercher un épouvantail. Les ombres des lampes à huile dansaient sur les boiseries du hangar. Mettez-vous face à l'épouvantail, ordonna-t-il. Gabriel Pondard s'exécuta. Bon, quel est le personnage auquel vous pensez? L'Oculus va nous aider à résoudre une affaire criminelle qui remonte 8 ans en arrière. Même si ça fonctionnait, l'Oculus n'a pas pour destination de résoudre les enquêtes. C'est ce que nous allons voir. Je voudrais faire apparaître celui qu'on surnomme Jack l'Éventreur. Et je serai, enfin, vous et moi, serons ceux qui auront mis fin à cette énigme. Le tueur londonien? Ce n'est pas un personnage de fiction. En admettant que l'Oculus possède son fameux pouvoir, vous ne verriez apparaître que l'image que votre esprit se fait du tueur, mais en aucun cas son apparence véritable. Je souhaiterais quand même essayer. Que risquons-nous? Gus Mallory haussa les épaules. Très bien, si c'est ce que vous voulez. Mais promettez-moi qu'après ça, je n'entendrai plus parler de vous. Je n'ai qu'une parole, monsieur Mallory. L'illusionniste attrapa l'Oculus et le fit tourner devant le visage du journaliste qui fixait l'épouvantail du regard. Bon, pensez très fort à la représentation de ce Jack l'Éventreur. J'y suis. La poitrine de Pondard tressaillait. Il s'énerva. Vous me prenez pour un étourneau? C'est dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il faut le faire tourner. Gus Mallory poussa un soupir. Vous êtes vraiment sûr? Nous avons perdu assez de temps, monsieur Mallory. Faites ce que je vous demande. De sa main gauche, l'illusionniste actionna la rotation comme on tourne une map-monde. Les lumières jaunâtres des lampes s'accrochaient furtivement aux angles de la pierre qui tournoyait. L'épouvantail émit un léger craquement. Puis sa face de tissu se mit à bouger, comme un masque derrière lequel on respire. Cette respiration, on pouvait maintenant l'entendre.
Les épaules avachies du mannequin de paille prirent de la consistance et sa poitrine gonfla. Il tenait à présent sur 2 jambes, dans un costume d'aristocrate, un chapeau melon sur la tête. Son corps s'anima et une étincelle de conscience émergea dans ses prunelles humides. « Prodigieux !» s'exclama le journaliste. Je le savais. Gus Mallory stoppa la rotation de l'Oculus et recula. Mais que faites-vous? Continuez! Ça suffit, vous avez vu ce que vous vouliez voir. Je vous somme de continuer. Faites encore tourner ce maudit... Oh. La main gauche du tueur sortie de son imaginaire avait saisi Gabriel Pondard à la gorge. D'un coup sec, le couteau qu'il tenait dans son autre main s'enfonça dans l'abdomen du reporter. Du sang coula de la bouche de ce dernier, jugulant un cri qui resta au fond de son gosier. Puis dans un geste ascendant, le tueur allongea la plaie jusqu'entre les côtes. Il relâcha sa prise et le corps du journaliste s'écroula. Gus Mallory s'était retiré dans l'ombre. Tétanisé, il attendait que le tueur disparaisse. Les quelques fois où il avait utilisé réellement l'Oculus, le charme s'était rompu au bout d'une poignée de minutes, le personnage de fiction finissant par s'évanouir comme un jet de vapeur. Mais au lieu de cela, Jack l'Éventreur descendit de l'estrade, ouvrit la petite porte de la grange et s'évanouit dans la nuit. Gus Mallory se pencha sur le corps de Pondard. Allongé dans une flaque de son sang, les tripes à l'air, il ne respirait plus. Ah, ça recommence, Souffla-t-il. Une fois encore, il allait devoir fuir. Gus n'en avait plus la force. Ne plus jamais faire un usage réel de l'Oculus. Voilà une promesse rompue. Il aurait dû s'en débarrasser depuis longtemps. Il n'y était pas parvenu. Tout comme Excalibur avait désigné Arthur, l'Oculus l'avait choisi lui et ne voulait pas le quitter. On allait l'accuser du meurtre, ça ne faisait pas un pli. À la hâte, Gus réunit ses affaires dans un coffre, puis tira le corps de Gabriel Pondard sous un grenier à foin. Il s'accroupit. Il y avait là une dalle en pierre dont l'anneau, en forme de fer à cheval, se fondait dans le décor. Gus souleva cette trappe, traîna le cadavre sur l'escalier en bois qu'elle dissimulait. Le corps bascula, roula jusqu'en bas. Cette cave, à l'abri des regards, où il entreposait aussi ses épouvantails, était parfaite. C'est là que tout allait s'arrêter. Gus rédigea une lettre, referma la trappe sur lui. Jonathan Zombie rejoint son ami Ben près du bar. Trop nul, les stripteaseux sont même pas venus. Annonce Ben, le savant fou. Rien à foutre du striptease. Avec Nordine, on a trouvé un truc de ouf. On a besoin d'un coup de main. On va préparer un escape game, ça sauvera la soirée. Un escape game? Déjà que t'as viré sa zig pour mettre la tienne, Bastien va l'avoir mauvaise. En même temps, c'est Halloween, c'est pas une boum des années 80. Et vous comptez faire quoi? Pas une saloperie dans le genre Carrie, avec du son de cochon quand même. Non, on va délirer. Si tout le monde joue le jeu, on pourra peut-être se foutre un peu la trouille. Toi qui es fan de films d'horreur, tu vas adorer. Ouais, vas-y, raconte-moi le topo. Viens. Nordine, Ben et Jonathan remontent les épouvantails de la cave trouvés sous la trappe. Ils déposent les 4 mannequins dépenaillés devant le podium. Bastien proteste. Vous êtes en train de faire quoi, là, avec vos trucs, là? Eh ben, on sauve ta soirée de merde. Annonce Jonathan, tandis que des regards curieux se tournent vers eux. Ben précise en prenant la voix de Jigsaw. Je veux faire un jeu. Le DJ Negan demande. Et vous avez trouvé ça où? Ben répond. Tu connais l'histoire de cette grange? Tu sais qui y vivait? Non, j'en sais rien. Avoue Bastien Negan. J'ai juste trouvé que l'ambiance était top pour une fête d'Halloween. Tu crois pas si bien dire? Lance Jonathan. On vient de trouver des squelettes dans le sous-sol. Ça m'a donné une idée. Des squelettes? Sans deck? Ouais, après la teuf, on appellera les flics. Mais pour le moment, on va profiter un petit peu du truc pour faire un escape game. Ben va t'expliquer. Laisse-nous faire. Le zombie s'approche. Il marche ton micro, là? Ouais, il fonctionne, ouais. Jonathan grimpe sur le podium. Pousse-toi. Il attrape le micro, descend de l'estrade en tirant sur le câble et s'adresse à la vingtaine de convives déguisés. 1, 2, 1, 2. Ouais, venez tous. Soyez prêts pour le spectacle. Approchez-vous, on va mettre un petit peu d'ambiance avec un escape game. Vous allez devoir trouver 2 cadavres planqués dans cette grange. Et c'est pas une mytho, hein, il y a vraiment 2 cadavres. Ils sont vraiment là. Alors à vous de découvrir l'emplacement avec les indices que Lydia, Nordine, Ben et moi on va vous donner. C'est nul! Alors, on n'oblige personne à participer, hein, juste ceux qui veulent. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire de cet endroit où on se trouve. Des fêtards s'attroupent au devant du podium. Jonathan poursuit. Ici, il y a très longtemps, 2 hommes ont fait apparaître Jack l'Éventreur. L'un des 2 hommes s'est fait trucider par le tueur et l'autre s'est pendu dans les sous-sols de cette grange par peur qu'on l'accuse. Et leurs corps sont encore ici.
Jonathan brandit l'Oculus. Alors le bail, c'est que le mec à qui appartenait cet objet était un sorcier. C'est lui qui s'est pendu, Gus Mallory. Il vivait ici, il a laissé une lettre. Et dedans, il raconte que cette espèce de baguette magique a le pouvoir de projeter l'imagination d'une personne dans le réel. L'effet est mitigé. Certains monstres se montrent intrigués, d'autres blasés quittent la salle. On aurait mieux fait d'aller chez Mickey. Déplore un clown Pennywise. Son voisin répond. Rigole pas, cette grange appartenait à un sorcier, il paraît. Ça ajoute du contexte, faut que j'ai joué le jeu. Jonathan Zombie continue. Alors pour que ce soit plus marrant, on va ajouter un petit peu de piquant avec des vilains méchants qui vont tout faire pour nous empêcher de mener à bien notre quête. Regardez ces 4 épouvantails. On va les transformer en êtres de chair. Ben ici présent va venir. Moi? Ouais, toi, mon pote. Tu vas te mettre devant les épouvantails et tu vas penser à des monstres de fiction. Flottant dans sa blouse blanche, Ben le savant fou se tient face aux épouvantails. Derrière la console, sur le podium, Bastien Negan se gratte la joue désemparé. Jonathan le zombie fait le show. Ok, maintenant on va choisir ensemble quels vont être les fameux méchants qui vont prendre vie cette nuit. Bon, on imagine. Ben, toi qui es spécialiste, propose-nous le pire monstre tueur de films d'horreur que tu connais. Allez, The Thing, de John Carpenter. Ok, bon, alors on va voter à main levée. Ceux qui ont envie de voir The Thing en vrai, lève la main. 3 mains seulement se lèvent. Pas terrible. Un autre. Alien alors. Qui pour Alien? Une demi-douzaine de mains. On peut faire mieux. Un autre monstre? Quelqu'un dans le public hurle. Eh ouais, c'est bien ça. Jason Voorhees de Vendredi 13 et Freddy. Propose Ben. Qui pour Freddy? Les 2 tiers du public lèvent la main. Qui pour Jason? La proportion de votants est sensiblement la même. Ok, on a Jason et Freddy. 2 autres. Lance une fille déguisée en nonne. Michael Jackson, plaisante Nordine. Le savant fou remue la tête, indécis. Vas-y, parle dans le micro. Bon bah puisqu'il faut choisir, je vais dire Leatherface et Chucky. La majorité est ok avec ce choix. Ok, bon maintenant je vais faire tourner ce truc devant les yeux de Ben. Et l'esprit de Freddy, l'esprit de Chucky, de Leatherface et de Jason va venir habiter les épouvantails. Quand ils auront pris vie, je vous donnerai le premier indice. On imagine tout ça évidemment. Le spectacle improvisé réjouit l'assemblée. Personne n'y croit, pas même Jonathan, mais tout le monde est amusé. Jonathan active la rotation de l'Oculus. Au travers du prisme en mouvement, Ben voit les images se déformer et danser en fragments. Et tout le monde aperçoit les arabesques de lumière ondulées autour des mannequins, à la manière d'aurore boréale. C'est beau, mais c'est flippant quand même. Constate Lydia en s'asseyant en tailleur à côté de Nordine au premier rang. Puis un mouvement furtif du bras de l'épouvantail situé à gauche n'échappe à personne. Il y a forcément un truc, mais la mise en scène rudimentaire ne permet aucun trucage. Petit à petit, les 4 pantins de chiffon se mettent à bouger. L'un remue la tête, l'autre oscille sur ses tiges en bois. La vision du public se trouble comme à travers une nappe de gaz ou une émanation de chaleur. Les vieux vêtements dont on a habillé les corps en bois semblent se gondoler. Les 4 visages sans relief se mettent à convulser. Un liquide visqueux, comme de la cire, sointe du textile qui constitue leur tête. Le premier épouvantail à gauche se rétracte. Une salopette remplace progressivement ses frusques en toile de jute. Un visage en plastique se façonne dans des couches successives qui transpirent du tissu comme du goudron couleur chair. On devine déjà les contours de la poupée de Chucky, dont la main serrée autour d'un couteau se matérialise. L'autre, à côté, se sculpte de la même manière dans la matière organique exsudée par les fibres de son ossature en bois. L'épais liquide se solidifie autour de la silhouette massive de Leatherface, dont la tronçonneuse se développe dans le prolongement de son bras. Dans une série de craquements et de bruits boueux, le masque de hockeyeur de Jason Voorhees s'extrait de la masse molle du 3e épouvantail. Une machette dans la main droite, il reste immobile. Le dernier épouvantail a cessé de bouger, revenu à son état initial. Freddy Krueger ne s'est visiblement pas présenté, sans doute coincé dans l'imaginaire de Ben, médusé. Tout s'est déroulé en moins d'1 minute. Jonathan, bouche bée, garde son bras tenant l'Oculus levé, regardant sans bouger les 3 monstres achever leur transformation, tandis que Ben recule. Les yeux écarquillés du public sont scotchés à la scène. On essaie de comprendre le trucage. Il est évident que tout ça a été préparé. Un tonnerre d'applaudissements retentit.
un sourire décontenancé sous les lambeaux de son visage zombifié, Jonathan s'attribue le mérite de la prouesse. Ses 2 bras tendus présentent le résultat d'un air de dire « Que dites-vous de ça ?» Mais Nordine et lui ont lu la lettre de Mallory. Au fond de ses tripes, la terreur s'éveille, celle d'avoir concrétisé ce que le pendu décrit dans son récit. Il n'y croyait pas. Il n'y croit toujours pas, jusqu'à ce que la machette de Voorhees se dresse au-dessus de sa tête. Là, il lâche l'Oculus, qui se brise en touchant le sol. Il amorce un pas en arrière, mais le bras de Jason s'abat brusquement et lui découpe la moitié de la tête en diagonale. Des applaudissements, puis des cris, quand le sang jaillit de sa boîte crânienne ouverte comme un œuf à la coque. Son corps s'écroule et la foule se disperse. Leatherface, sa tronçonneuse à la main, va se poster près des battants, bloquant la sortie. Allongé à côté de sa flaque de vomi, Théo s'est endormi. Sorti de la grange 20 minutes plus tôt en titubant, l'ami de Bastien s'est effondré sur les feuilles gluantes à la lisière du bois. Des cris, des hurlements. Il ouvre un œil, tout est encore trop flou. Sa tête tourne, pas la force de se relever. Il se recroqueville en chien de fusil et replonge dans sa léthargie éthylique. Théo rêve, mais il ne sait pas qu'il rêve. Les images de son cerveau distordues par les vapeurs d'alcool le propulsent dans une casse automobile. Autour de lui, les carcasses de métal entassées luisent sous les rayons lunaires. Ses pieds clapotent dans les flaques où la lune se reflète. Il avance entre les calandres chromés dans une odeur d'huile de vidange et d'acier oxydé. Quelque chose lui fait peur là-bas. Théo ne veut pas y aller, mais c'est plus fort que lui. Son rêve le pousse à marcher dans cette direction. D'une manière diffuse, il sent une présence menaçante, comme une pulsion de mort tapie dans les ténèbres. Une chose prête à bondir. Il entend le vent faire grincer les ferrailles empilées. Les phares éclatés le suivent de leurs regards éteints. Le museau des voitures à l'agonie semble respirer. Au milieu de la brume, Théo voit apparaître son ami Jérôme, au bout de l'allée. Jérôme fait 2 pas vers lui, silencieux. Théo essaye d'interpeller son pote, mais aucun son ne sort de sa bouche. L'autre lui adresse un signe amical, en souriant. Puis son sourire s'efface immédiatement pour laisser la place à une expression de surprise. Quelque chose sort du ventre de Jérôme avant de transpercer son t-shirt. Ça brille sous la lune. Ce sont 4 griffes en métal qui remontent le long de son thorax et le découpent en 5 lamelles jusqu'au cou. Un flot de sang comme un raz-de-marée s'écoule dans l'allée, submergeant les carrosseries et propulsant Théo sur plusieurs mètres. Il atterrit dans un nid de poule, poisseux de sang des pieds à la tête. Jaillissant de l'ornière sous ses fesses, une main saisit son entrejambe. Une seconde main, munie d'un gant à longue griffe, glisse sur le haut de sa cuisse. Théo se lève d'un bond. La main s'agrippe. Il trébuche, tombe à genoux, parvient à se dégager, se rétablit et se met à courir. La main gantée le suit, sillonnant la terre comme l'aileron d'un requin fend la mer. Un aileron rouge et vert. Théo a l'impression que l'écart se creuse. Il est plus rapide que son poursuivant. Un vague soulagement germe au cœur de sa panique. Il court vite, très vite. Mais il a soudainement l'impression d'avancer dans le goulot d'un entonnoir. L'allée de tôle se resserre sur ses flancs et s'allonge comme une perspective sur des lignes de fuite infinies. Il fait désormais du surplace. Le sol cabossé est devenu un tapis de course. Face à lui se tient le croque-mitaine en chapeau.
la peau du visage brûlée, un chandail miteux rayé de rouge et de vert. La tête penchée, il sort sa langue disproportionnée et lèche le sang s'écoulant sur ses griffes. Excellent. Il a bon goût, ton pote. Tu me reconnais, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai, je suis une star. Exhibant ses dents jaune-brun, il enfile une paire de lunettes de soleil. Un perfecto sur le dos, Freddy imite John Travolta, se recoiffant avec son peigne dents grises. La classe. Il lève alors son gant au-dessus de sa tête, étend le bras. D'un geste lent, il fait crisser ses griffes sur le pare-choc d'un pick-up ravagé. Le véhicule se défroisse en grinçant. Sa carrosserie convulse comme la chair d'une bête crevée, grouillant de verre. Ses phares crépitent puis s'allument. Théo, aveuglé, porte ses avant-bras devant ses yeux pour se protéger. Le moteur s'enclenche et se met à vrombir. Le pick-up descend de son monticule et roule jusqu'à Théo. Face à lui, le dragon cauchemardesque grogne. Sa calandre s'ouvre et se referme telle une mâchoire métallique. Théo commence à reculer. Un cri reste calé dans sa gorge. Il va se retourner pour cavaler dans l'autre sens. Trop tard. Le monstre de ferraille lui fonce dessus et sa gueule froide l'attrape par le bras. Les bords tranchants de la calandre se referment et l'avant-bras de Théo est avalé par la bouche gloutonne. Son bras se détache au niveau du biceps et des filaments de tendons s'étendent comme des élastiques, avant de lâcher dans une violente secousse que Théo produit par réflexe. Couché dans les feuilles mortes sur le côté de la grange, Théo émet un cri déchirant dans son sommeil. Mais dans son rêve, il reste muet. Laissant une traînée de sang dans son sillon, il fuit de l'autre côté de l'allée. Il parvient à atteindre la sortie de la casse et se retrouve au milieu des champs, devant la grange, dont les grandes portes sont entr'ouvertes. Théo glisse un œil par l'entrebâillement. Là, il voit des gens qui courent dans tous les sens, poursuivis qui par Jason Voorhees, qui par l'homme à la tronçonneuse, qui par la poupée de Chucky brandissant son couteau en riant. Des corps estropiés gisent sans vie, et une sorcière affolée court vers la sortie. Théo s'écarte, mais la fuyarde s'effondre avant d'avoir touché la porte. Le corps coupé en deux au niveau du tronc, dans un bruit de tronçonneuse. Leatherface marque un temps d'arrêt en croisant le regard de Théo. Le temps s'arrête. Le moteur de la tronçonneuse tourne au ralenti. L'homme au masque de cuir hésite. Jette un œil au bras arraché de Théo. Ce dernier fait un pas en arrière et tombe. Finalement, Leatherface retourne à la fête. Théo pousse un soupir muet de soulagement. En se relevant, il se heurte à un énorme objet qui n'était pas là quelques secondes plus tôt, comme un gros rebord en caoutchouc qui lui barre le passage. C'est surmonté d'une coque qui ressemble à du cuir. Levant les yeux, Théo découvre ce qui se prolonge en hauteur. D'énormes lacets, un bas de pantalon, une jambe démesurée et tout là-haut, perdu comme une tête d'épingle dans l'encre du ciel, un faciès ravagé de boursouflures rouges, surmonté d'un chapeau. Freddy lui sourit de ses dents jaunes. Il parle, mais Théo n'entend pas ce qu'il dit. On pourrait dire qu'on s'est bien marré, toi et moi. Mais je suis désolé de t'apprendre que les meilleures choses ont une fin. Pour toi, en tout cas. Parce que moi, d'autres amis m'attendent pour faire joujou. Le corps géant s'est rétracté comme une tour qui s'effondre.
La bouche de Freddy est collée au nez de Théo. Alors on va en finir. Tu veux bien? Un horrible désespoir affaisse le visage de Théo. Ouais, je sais, tu peux pas parler. Eh ben, t'as qu'à me faire un signe. Le sourire malsain à ses lèvres calcinées, Freddy agite l'avant-bras tranché de Théo, dont la main s'agite dans un macabre salut. Coucou. De sa main gauche, le croque-mitaine saisit Théo à la gorge et le soulève du sol. Tes potes nous ont fait entrer. Sympa ce petit Jonathan. Je me le réservais rien que pour moi. Mais ce foutu Jason n'a pas pu s'empêcher de lui couper la moitié de la tête. Un travail tellement bâclé. Ouais, je sais. Jonathan, c'était pas trop ton pote. Alors, tu t'en contrefous de son triste sort. Je crois que ton vrai pote, c'était Bastien, pas vrai? Je dis c'était, parce que la petite peste de Chucky lui a réglé son compte. Pas beau à voir quand elle lui a transpercé le cerveau avec une fourche rouillée. C'est pas un vaccin contre le tétanos qui aurait pu le sauver. Mais je suis pas déçu, parce que certains ont pu s'enfuir. Ceux-là, ils sont pour moi. T'es le premier dans le monde réel. Parce que dans mes films, j'ai dézingué pas moins de 42 personnes. Mais ils le méritaient. Je devais me venger de ce que leurs parents m'ont fait subir. Me faire brûler dans la chaufferie, c'est pas joli joli. J'étais pas un tueur, mais j'y ai pris goût. Et maintenant, y a même plus besoin d'acteurs ni de caméras pour me faire vivre. Je suis libre. Je suis libre, Théo. Sur ces mots, il lève son bras, arme les 4 lames de son gant et transperce la gorge du garçon. Les griffes, plus effilées que des lames de scalpel, remontent du menton jusqu'en haut du visage. Freddy les extirpe de l'arcade sourcilière d'un geste sec. À l'intérieur, le carnage se poursuit dans les cris et le crépitement d'une tronçonneuse. Un groupe de 4 personnes est parvenu à s'enfuir. Parmi eux, il y a Lydia Morticia, qui, n'étant pas parvenue à retrouver Nordine dans la cohue, n'a pas eu d'autre choix que de s'exfiltrer par la porte avant que Jason Voorhees ne la verrouille. Les autres, une bonne douzaine, sont restés enfermés avec les tueurs. Lydia ne connaît pas les 3 kidams qui la précèdent, mais elle les suit. Sur le chemin enserré dans la masse forestière, elle a entendu qu'ils comptent rejoindre leur voiture. Un loup-garou ouvre la marche, suivi d'un Slenderman et d'une fée Carabosse. Lydia ne la lâche pas d'une semelle. Carabosse porte un sac à dos qui s'agite au gré de sa course devant le nez de Lydia. Elle n'a plus beaucoup de batterie dans son portable. La lampe torche bouffe pas mal d'énergie. Pourvu qu'il tienne jusqu'à ce qu'elle récupère du réseau. La grange Mallory n'est pas accessible en voiture. Il faut se garer 2 km en contrebas du petit chemin sur lequel le groupe se presse. Ils ont déjà parcouru la moitié du trajet. Personne ne parle. Le vent fait frémir les branches et les dénude, emportant leur parure ocre et pourpre dans l'air sinistre. Ça sent la chlorophylle en décomposition. Lydia remarque que le sac à dos de Carabosse est ouvert. Il y a quelques secondes, elle avait l'impression qu'il était fermé. Dans la focale de sa lampe, elle voit la fermeture éclair zipper lentement. Puis une petite main s'extrait de la gueule du sac. Une tignasse rousse apparaît. La tête balafrée de la poupée surgit. Elle porte son doigt devant sa bouche, fait un clin d'œil. Lydia ne peut retenir un cri. Elle stoppe net. Chucky jaillit alors du sac et grimpe sur les épaules de la fée Carabosse, qui hurle à son tour. Tout en fixant Lydia à travers le faisceau de sa lampe, Chucky peste. Vraiment, on peut pas te faire confiance. Et elle plante son couteau dans l'oreille de Carabosse qui s'écroule instantanément. Sa tête heurte le sol. Le loup-garou et le Slenderman se retournent. Ils accourent pour tenter de porter secours à la fée, dont un flot de sang s'écoule de l'oreille. La tache vermeille luit sous les radiations de la lune. Lydia s'éloigne à reculons. La poupée a grimpé dans un arbre.
Le loup-garou, accroupi à côté de la victime, dresse la tête, interpelle Lydia. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» La jeune fille en costume de Morticia n'a pas le temps de répondre. Chucky tombe du ciel sur les épaules du Slenderman qu'elle étrangle avec ses petits bras de plastique. Le type s'agite, secoue son buste, mais la poupée tueuse ne le lâche pas. Elle est petite et coriace. Lydia a déjà vu les films. Elle sait que la poupée est animée par l'esprit d'un psychopathe sans pitié, qui, en 8 films, aura fait 74 victimes. Merci Ben. La 75e victime est sous ses yeux et bientôt, Lydia ne doute pas que le nombre s'élèvera à 77. Et peut-être 78 si elle ne déguerpit pas sur le champ. Pas question de retourner vers la grange. Elle saute le talus et réfugie sa fuite dans les bois. Dans son dos, les cris du Slenderman puis du loup-garou se répercutent dans la nuit, avant de s'éteindre. Des branches craquent sous ses pas. Des ronces l'agrippent, lui griffent les tibias. Difficile de lever les jambes avec ses drops cintrés. Sa lampe tente de s'accrocher à une issue, mais les ténèbres absorbent son pauvre rayon dans ses entrailles pesantes. Des craquements derrière elle. Elle se plaque à un arbre pour reprendre son souffle, déchire le bas de sa robe, éteint son portable. Elle tente tant bien que mal d'atténuer le bruit de sa respiration saccadée. Aucun bruit, à l'exception d'un grattement furtif dont elle ne parvient pas à localiser la source. Son esprit confus lui suggère que la meilleure solution est de rester caché là, en silence. La poupée psychopathe passe tout près. Elle s'arrête. Lydia voit soudain une lumière s'allumer à 2 mètres d'elle. Le faisceau tourne et l'éblouit. Je m'appelle Chucky et je suis ton ami pour la vie. Tu veux jouer? Alors, pétasse, tu croyais que j'allais pas te retrouver? Haha, surprise! Laisse-moi tranquille, saloperie! Ah, mais c'est qu'elle en a dans les tripes, Morticia! Lydia rallume la lampe de son portable et éclaire le visage cireux de son vis-à-vis. Les pommettes constellées de taches de rousseur se contractent en dessous des iris bleus du jouet animé. Un rictus déforme son visage barré d'une cicatrice. Tu vas crever, bitch! La poupée bondit. Les mains de Lydia lâchent le portable. Son ventre est déjà ouvert. Une faille sanglante dans laquelle Chucky introduit sa main. Elle tire violemment sur le chapelet d'entrailles que ses doigts ont attrapé. J'avais bien dit que t'en avais dans les tripes! Maintenant, on va voir si t'as du cœur. La poupée tueuse repasse sa main dans la cavité et l'enfonce au-dessus du sternum de Lydia qui suffoque, les yeux révulsés. Ses paupières se referment définitivement et sa voix s'éteint quand Chucky détache son cœur des artères qui l'alimentaient. L'organe à la main, le tueur le regarde un instant palpiter avant de le manger. Puis de sa main ensanglantée, Chucky ramasse le smartphone de Lydia. Elle compose un numéro. Appel vidéo WhatsApp. Hey, salut toi qui écoutes. T'as mis un pouce à cette vidéo? Je suis sûr que non. Tant pis pour toi. Vas-y, regarde ton putain d'écran. Ouais, je sais, t'as les yeux fermés. Ouvre. Et regarde, ouvre tes yeux. Ouais, je suis là. Et maintenant, je suis dans ton putain de monde. Ces trous-ducs nous ont fait sortir, mais ce qui est magique, c'est qu'on est partout. Mon esprit habite aujourd'hui toutes celles et ceux qui sont déguisés en moi. Les rues ce soir sont pleines de Chucky. Des clones de mon esprit. On va bien se marrer. Des milliers de moi qui vont faire un carnage. C'est tout pareil pour mes potes Jason, Freddy et ce gros balourd de face de cuir. Fini le cinéma, on va se marrer dans la vraie vie. Dans quelques minutes, je vais sonner chez toi. Si t'ouvres pas, je trouverai un moyen de rentrer, t'inquiète pas. Je t'attendrai sous ton lit, ou peut-être ailleurs. À tout de suite. Hey, joyeux Halloween, face de rat. Le sol de la grange poissait de sang. Des corps sans tête, des têtes sans corps, des membres mutilés, arrachés, tranchés,
des oreilles et des chaussures s'éparpillaient comme les pièces d'un puzzle impossible à reconstituer. Un champ de bataille. Les cris avaient cédé la place à un calme tendu. Les quelques survivants se planquaient fébrilement dans un recoin ou l'autre du bâtiment. Vêtu d'une combinaison noir et blanc de squelette, Patrice a trouvé refuge dans un grenier à foin duquel il a fait tomber l'échelle. Là, à plat ventre, transi de terreur, il observe ce qui se passe en bas. Leatherface est en train d'achever le découpage d'un vampire. Un vampire désormais en kit, dont certaines parties vont manquer au vu des lambeaux de chair qui valsent dans l'air. Patrice ne voit aucun survivant. La tronçonneuse s'arrête. L'homme au masque de cuir s'immobilise. Jason Voorhees tourne en rond à la recherche d'une âme encore en vie. Les orbites noires de son masque de hockey scrutent le sol, les angles, et se lèvent dans l'axe de Patrice. Celui-ci rétracte promptement sa tête, priant pour que le tueur n'ait pas eu le temps de le voir. Son cœur pulse contre le plancher auquel il se plaque, la peur au ventre. La tronçonneuse redémarre. En contrebas, des pas, puis un raclement. Patrice n'a pas envie de deviner ce qu'est ce bruit, mais il sait, c'est du bois qui frotte sur le sol. L'échelle. Les deux manchons supérieurs viennent percuter le bord du plancher. Les échelons craquent. Patrice se lève d'un bond. Le masque de Jason apparaît au sommet de l'échelle. D'un coup de pied, Patrice tente de la renverser. Elle bascule, s'éloigne, et revient se poser lourdement sur le rebord. Pas assez fort. Patrice n'a pas le temps de réitérer son action. Jason se hisse sur la plateforme. Patrice va se plaquer au fond, dans le soubassement du toit. 157 victimes pour Jason, à travers 11 films. Il est peu probable qu'il en réchappe. Le tueur s'approche à pas lourds. Le bruit de la tronçonneuse s'amplifie. Patrice entend les craquements de l'échelle malgré le vacarme du moteur. Leatherface est en train de grimper à son tour. Dans un élan de désespoir, Patrice tente une diversion. Il a vu les premiers films de la saga. Ça peut peut-être fonctionner. Jason ? C'est maman. Laisse maman tranquille. L'homme au visage impénétrable penche la tête. Ça marche, pense Patrice. Allez, Jason. Laisse maman tranquille. Laisse maman partir. C'est bien, Jason. Ne bouge pas, Jason. Reste cool, Jason. Leatherface est venu se poster à côté de Jason. Sa tronçonneuse en l'air, l'homme au masque de cuir fait non de la tête. Jason hoche le menton en direction de Patrice. Leatherface fait oui de la tête. À ce moment, les tueurs s'approchent d'un commun accord. La machette de Voorhees s'abat sur l'épaule gauche de Patrice, dont le muscle s'accroche à l'os, avant de se rompre au deuxième coup. Le bras tombe par terre dans un flot d'hémoglobine. Sous l'assaut implacable de la chaîne en mouvement, l'autre bras ne tarde pas à se décrocher à son tour. Le sang gicle par saccades. Patrice tournoie tel un arrosoir automatique aspergeant ses bourreaux. Puis il se précipite vers le rebord du grenier, duquel il se jette. En bas, son cou se brise dans un craquement atroce. Un mouvement attire l'attention des deux tueurs. L'échelle glisse et se renverse. Alors les baltringues, vous êtes coincés là-haut ? Jason et Leatherface se penchent par-dessus le rebord du grenier à foin. En bas, Nordine en costume de Gomez leur fait un doigt d'honneur. C'est bien d'avoir le somme, mais là on vous a bien niqué. À côté de lui, Ben lève les bras triomphalement en agitant ses index en l'air. Hey, c'est le combat entre la brutalité et l'intelligence. On est des chauds, nous. Une odeur d'essence, le grattement d'une allumette suivi d'une vague de chaleur les oblige à se retourner. Chucky, un jerrycan à la main, les nargue en souriant. C'est vrai que vous êtes des chauds. Je dirais même que vous êtes cuits. Le feu se propage rapidement sur le sol jonché de paille. Un mur de flammes barre le passage vers la sortie. Depuis le balcon, Leatherface fait mugir sa tronçonneuse. Il découpe la poutre qui soutient le plancher sous ses pieds et ceux de Jason. Bientôt le bois craque et le plancher s'effondre. Les deux tueurs tombent à quelques mètres de Ben et Nordine.
Suis-moi, là-bas. dit Ben. Près de la trappe, il y a une lucarne. On pourra peut-être se barrer par là. Déjà, le feu a gagné les boiseries et la chaleur devient intenable. Des structures commencent à s'écrouler. Les deux amis galopent jusqu'à l'extrémité de la grange. La lucarne est condamnée par une planche. Ben cogne de toutes ses forces, mais le bois tient bon. Derrière eux, la trappe béante où ils s'étaient réfugiés durant le début du drame donne une bonne idée à Nordine. Faut qu'on essaie de les faire tomber là-dedans. La batte de baseball enroulée de barbelés à la main, Chucky trottine dans leur direction. Jason surgit à travers le mur de flammes, les vêtements en feu, tandis que Leatherface contourne l'incendie par la droite. Créés pour tuer, les trois monstres manifestent la ferme intention de terminer le travail. L'étau se resserre autour de Ben et Nordine. La lucarne refuse de s'ouvrir. Désespéré, Ben s'adosse à la paroi. Il n'y a plus rien à faire. Les trois silhouettes menaçantes sont sur lui. Une machette, une batte et une lame de tronçonneuse. Laquelle des trois va-t-elle lui porter le coup fatal ? Nordine se tient à l'écart, près de la trappe ouverte. Il les interpelle. Ouais, Boltringue, par ici. Viens là, viens. Jason se retourne, Allez, viens. penche la tête Viens. et fonce sur lui. D'un geste rapide, Nordine parvient à l'esquiver. L'homme au masque de hockeyeur tombe dans l'escalier et roule jusqu'en bas. Le bout arrondi de la tronçonneuse érafle la joue de Nordine, qui bascule à son tour dans la fosse. Leatherface le poursuit. Chucky assène un coup de batte dans le tibia de Ben qui s'effondre. Elle s'accroche à son cou, lui tire les cheveux. Ben hurle en se roulant par terre et la poupée lâche prise. La batte roule au sol. Ben se précipite en rampant pour la ramasser. Il se relève et dresse l'arme au-dessus de sa tête. Les yeux exorbités, la bouche en travers, Chucky protège son visage de ses deux bras. Elle est couchée par terre. Fais pas ça, mec. Je suis ton ami pour la vie. Tu veux jouer? Ben ne cherche pas à comprendre. Il abat la massue et les bras de la poupée partent en éclats. Un deuxième coup lui défonce le crâne. Un troisième, un quatrième, puis un cinquième la réduisent en charpie. D'un coup de pied, il envoie le corps ratatiné de la poupée dans la bouche menant au sous-sol. En bas, Nordine hurle, tandis que Jason et Leatherface lui font subir le même sort qu'à Patrice. Le transforme en Vénus de Milo. Ben a juste le temps d'apercevoir la tête de Nordine, avec sa fausse moustache de Gomez, rouler au sol avant de fermer violemment la trappe. Il fait glisser un gros tonneau métallique par-dessus pour s'assurer que les deux monstres resteront sous terre. La toiture se disloque, la grange commence à s'affaisser. La gorge brûlée par la fumée, Ben parvient à défoncer la planche obstruant la lucarne grâce à la batte de baseball. Il sort de justesse avant que le bâtiment s'écroule totalement. Au loin, il perçoit des sirènes. Dans son lit d'hôpital, Ben somnole. À chaque fois qu'il sombre, une image cauchemardesque le tire du sommeil qui commence à lui manquer. Il a perdu tous ses amis. Et le contre-coup émotionnel l'empêche de dormir malgré les calmants qu'on lui a administrés. Son tibia est dans un sale état, mais sa jambe a pu être sauvée. Il ne peut pas croire que le simple jeu improvisé par Jonathan puisse être à la source de ce qui s'est passé cette nuit partout dans le monde, et est encore en train de se dérouler dans certains pays avec le décalage horaire. Des Chucky, des Jason, des Leatherface et des Freddy qui se jettent sur les passants et trucident les familles dans leur foyer. C'est inconcevable. Au lendemain de ce drame qui touche le monde entier, plus de 30 000 victimes sont à déplorer. Le gouvernement débloque 2 millions d'euros pour soutenir les secours débordés. Aucune explication pour le moment n'a pu être donnée après que l'hypothèse d'attentat synchronisé ait été écartée. Les agresseurs, principalement des personnes déguisées en monstres de cinéma, se sont volatilisés après avoir commis leur forfait et l'enquête se poursuit tandis qu'on tente de porter secours aux survivants de ce drame international. Le président, choqué, s'est prononcé sur l'interdiction. Chers compatriotes, quelle horreur! Suite au drame inexplicable qui a frappé la nuit dernière, j'ai décidé que, dorénavant, cette fête n'aurait plus lieu. C'était l'ultime Halloween. Ben finit par s'endormir, et dans son rêve, il voit Freddy.
un sourire narquois aux lèvres, le fer à cheval à la main en train d'ouvrir la trappe sous la grange, tandis que des créatures cauchemardesques en jaillissent. Allez, Halloween c'est fini, mais la fête continue. Celle des morts. Endormez-vous. J'arrive.